Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Ces territoires regroupent une population de 2,2 millions d'habitants, soit 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Damien au micro. Bonjour Damien, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, content d'être là aussi. Moi aussi je suis content de te recevoir, ça fait très plaisir, surtout dans cette belle journée qui est très ensoleillée. Du coup pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire de quel département es-tu originaire ? Je suis Damien Lurel, originaire de la Guadeloupe, 26 ans, bientôt 27. D'accord, là je monte. Et du coup, donc comment tu décrirais la vie en Guadeloupe ? La vie en Guadeloupe, c'est une vie de passion, parce que tout n'est pas rose, tout n'est pas beau, mais il y a des choses à faire, donc c'est pour ça que c'est une vie de passion, parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer. Il suffit pas simplement de voir les paysages, la nature, ou tout ce qu'on peut dire que d'autres peuvent nous envier. On a aussi des problèmes, et on a, on va dire, de belles marges de progrès, d'amélioration, de progrès. Quelle chose tu penses qu'il faudrait faire et quelle marge de progression on a ? Enfin, quelle chose qu'il faudrait améliorer du coup pour toi ? On a des problèmes structurels qui sont dus au fait qu'on est une région on remarque qu'il y a la même chose un peu dans d'autres territoires d'outre-mer, il y a les mêmes difficultés. On est une région dépendante sur pas mal d'aspects, dépendante de l'Hexagone, dépendante de décisions, dépendante de financement. Et pourtant on a des ressources. Pourtant, en fait, on s'accroche à cette dépendance-là, alors que à côté, on a des ressources, on a des moyens de ne plus avoir cette dépendance, en fait, en vérité. Les solutions, elles sont sous nos mains. Sauf que le schéma, le fonctionnement, l'organisation de chez nous amène toujours à cette dépendance. Alors qu'en fait, il y a d'autres options. Il y a d'autres options pour ne plus avoir cette dépendance et pour gagner en autonomie, en résilience, être plus fort dans notre service de soins, dans notre système de santé, dans nos transports, la distribution de l'eau, par exemple, l'énergie. Il y a moyen d'avoir moins de dépendance. Il y a moyen de créer beaucoup plus de valeur, en fait, chez nous. Pourtant, on s'accroche à cette dépendance. Par l'organisation, c'est pas volonté, c'est pas une volonté forcément, mais le système, l'organisation fait que ramène toujours à cette dépendance qui derrière empêche ou bloque le progrès et l'amélioration de services structurants comme ça. D'accord. Quand tu parles de dépendance, c'est à quel niveau ? C'est au niveau économique, au niveau politique, au niveau social ? Quelle est la dépendance et par rapport à qui ? Alors déjà, dépendance politique par rapport à la prise de décision. Les prises de décision, au final, on voit bien en ce moment dans la crise Covid, quand le préfet il dit c'est fermé, c'est le préfet qui dit. Donc c'est soit au niveau du préfet, pour ceux dont le préfet a la capacité, ou soit directement en haut de Paris, qui est objectivement, factuellement, physiquement, géographiquement complètement éloigné de nos réalités, sur bien des aspects, ils peuvent pas avoir conscience de quelle est la réalité de la Guadeloupe à Paris, c'est pas possible. On peut pas avoir conscience de la réalité, Donc politique, parce que les décisions en fait sont pas prises par les Guadeloupéens. Politique, pouvoir, économique, parce qu'on a économique qui rejoint de toute façon le social, puisque l'économie c'est aussi la société. L'économie c'est la relation entre les hommes aussi. Donc économie parce que 80% de tout ce qu'on consomme est importé. Et est importé où ? Depuis l'Hexagone. 80% de tout ce qu'on consomme traverse l'Atlantique. C'est surprenant quand on sait que tout ce qu'on a, toute l'agriculture qu'on pourrait avoir, des terres agricoles en friches non exploitées, si les terres qui étaient agricoles et qui étaient exploitées, il y aurait de quoi nourrir 6 fois la Guadeloupe, 10 fois. Faut revérifier les chiffres, mais en gros, on a de quoi faire. Donc économique parce que on est dans une stratégie, les acteurs économiques
qui jusqu'à présent se sont développées par des stratégies d'import, achat-revente. Si demain, voilà, tu pouvais changer une chose en Guadeloupe et tu avais le pouvoir, ce serait politique ou économique, qu'est-ce que tu aimerais changer? Une autre problématique, et je pense on peut changer ça facilement, c'est les transports. Et on a un problème de transport avec la voiture. La voiture et les routes. C'est un désastre social, économique, environnemental. La voiture et les routes. Ce combo ensemble, ça nous fait énormément de mal. Construire une route, c'est un défrichement, c'est une catastrophe environnementale de construire une route. Hein. Je prends comme exemple la route de la traversée en Guadeloupe, qui fend la nature, la forêt humide, dense et protégée, qui traverse tout le parc national de Guadeloupe. Mais c'est un désastre écologique. Tous les animaux qui traversent, qui peuvent mourir. La voiture, c'est des accidents, tout le temps. La voiture, c'est de la pollution, c'est de l'usure, c'est que des pièces importées. Voilà, on construit pas de voitures. Et je pense pas qu'a priori, à court terme, on va construire des voitures non plus. Enfin, moi, je mets pas ça en tout cas dans la feuille de route de notre stratégie de développement. En tout cas, c'est pas ce que j'aspire. J'aspire pas qu'on construise forcément des voitures. Hein. Parce qu'on peut construire, par exemple, par contre, d'autres systèmes de transport. Il y a le transport, développer le transport en commun, développer de la mobilité plus douce. Parce qu'au final, on regarde que dans nos territoires, dans tous nos territoires, il y a tout le temps beaucoup d'embouteillages, beaucoup de trafic, et que en fait, chacun est tout seul dans sa voiture, dans sa grosse voiture, ou même sa citadine, qui est déjà trop grosse en fait. Je trouve que les points que tu abordes sont très intéressants. Et du coup, juste pour nos auditeurs qui puissent connaître un peu plus sur ton parcours, est-ce que tu pourrais me dire combien de temps tu as passé en Guadeloupe et du coup, pourquoi du coup après tu as dû partir en Hexagone? J'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mes 17 ans, donc je suis né là-bas, et je suis parti à mes 17 ans après mon bac pour poursuivre des études de commerce et de gestion. Donc voilà, c'était une volonté aussi de partir en tout cas pour les études. Je pense que c'est intéressant pour n'importe quel jeune, quel que soit là où il grandit sur la planète Terre, à partir d'un moment, dans le cadre de sa formation, de s'expatrier. Voilà, c'est bon pour n'importe quel jeune, quel que soit de là où il vient, qu'il vienne de Moselle, d'une province chinoise ou du pôle Nord. À un moment, il faut qu'il sorte de son pôle Nord, qu'il aille voir ailleurs, aux États-Unis, n'importe où, là où il veut, qui se forme. Et donc, du coup, aussi ça fait partie de sa formation pour qu'il puisse revenir chez lui, formé, éduqué, avec une ouverture d'esprit. Et du coup, qu'est-ce que tu en as retiré du coup de ton temps passé en Hexagone? Beaucoup d'apprentissage, beaucoup de rencontres, voilà, des cas pratiques. Bon, moi j'ai fait des études de commerce et gestion, donc des stages, des rencontres. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé sur Paris, je suis vraiment passé de deux extrêmes. Je suis sorti de ma campagne de Petit-Bourg, je suis arrivé dans une mégalopole Paris, où tout bouge, tout va tout le temps très vite. Et des fois, je me disais, waouh, à quel moment je suis arrivé là, quoi. Donc bien sûr, comment ça s'appelle un choc. Oui. Choc culturel, bien sûr. Un choc culturel qui a bien duré 1 à 2 ans. D'accord. 1 à 2 ans. Et je considère que j'ai fini mon choc culturel, à titre personnel. Je considère que mon choc culturel est passé à partir du moment où j'ai commencé à avoir des amis qui n'étaient pas antillais ou ultramarins. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Juste qu'on puisse se rendre compte, du coup, tu dis que du coup, tu as grandi à Petit-Bourg. Petit-Bourg, c'est combien d'habitants à peu près? Environ. À l'échelle de la France, si on compare, c'est quand même une bonne commune. C'est environ 20 000 habitants, je crois. Okay. Petit-Bourg, donc il y a plein de communes, parfois en France, qui sont plus connues que ça et qui ont moins d'habitants. D'accord. Donc, mais bon, ça reste quand même de la campagne. De la campagne et de la nature sauvage. Petit-Bourg, c'est là où il y a le parc national, justement. Donc, ça reste une commune très boisée. Voilà.
forêt dense parfois. Ok. Donc t'es passé de 20 000 habitants à 12 millions d'habitants en Ile-de-France, quoi. Donc, aussi, voilà. Ça aussi. fait... Voilà. Okay. Oui, par contre, par rapport à Paris, ça c'est clair la transition que... est, voilà, je voilà, c'est est assez importante. Mais du coup, tu disais que tu as rencontré du coup des... C'est à partir du moment où tu as rencontré des amis qui n'étaient pas ultramarins que ton choc culturel s'est fini. Comment tu les as rencontrés, ces amis? Je les ai rencontrés essentiellement en colocation, mais aussi, dans mes études en fait. Des amis d'études, ou alors lorsque j'ai eu l'occasion de faire des colocs, voilà, de vivre en coloc. Donc voilà, ça permet de... Voilà, c'est les études, les travaux de groupe en fait, mais passer du temps avec du monde. Par contre, on peut pas être pote avec tout le monde, ça c'est sûr. C'est pas nous qui voulons pas. C'est que tout le monde veut pas être pote avec toi quand tu viens de ces endroits-là. C'est pas intéressant. D'accord. Alors, est-ce que tu dirais que c'est une question de personnalité? Parce que des fois, il y a des gens, peu importe d'où ils viennent, c'est juste que ça ne matche pas en termes de caractère. Mais là, tu dis, enfin, est-ce que tu dirais que c'est parce que vraiment tu étais de Guadeloupe, du coup, ça a créé déjà un fossé entre les gens que tu rencontrais ici, enfin, les hexagonaux? Oui, enfin, il y a des gens qui ont la chance d'avoir une ouverture d'esprit. Voilà, mais et puis il y a quand même une grande majorité de personnes qui n'est pas attirée par ce qui est différent et qui va plutôt regarder de loin, voilà, de loin ou de haut pour se sécuriser, pour pas sortir de sa zone de confort. Donc, est-ce que tu dirais que tu as été victime de discrimination ou de racisme? Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous en parler, enfin nous donner un exemple d'une situation que tu as vécue? Après, peu de racisme en face en fait, hein, mais en tout cas beaucoup de racisme latent. Bon, allez, une citation un peu toute bête, hein, rien d'extra. Donc c'était, voilà, j'étais avec un groupe d'étudiants en commerce aussi, et en fait on jouait au ping-pong. Et donc, voilà, on joue au ping-pong à tour de rôle, on doit être 3 garçons, une fille, et à un moment, il y en a un qui fait sortir la balle. Donc la balle, elle sort, elle va dans un pot de fleurs à côté. Et la fille qui dit, ah, 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 laisse-le aller récupérer, il est de la Guadeloupe, il y a des fourmis, il connaît déjà, voilà. D'accord. Ok. C'est intéressant comme réaction. D'accord. Voilà. D'accord. Et comment tu réagis face à ça? Tu souris, tu dis que ça se fait pas. Comment tu réagis? Je dis, je me rappelle plus vraiment, je veux dire, mais il n'y a pas de fourmis chez toi, ou je sais pas, il n'y a pas que des fourmis chez moi, ou je sais plus, je me rappelle plus exactement de ma réaction. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours parmi les... C'est ce genre de première confrontation dont on se souvient, c'est peut-être pas les plus graves, hein, mais de toute manière, le pire, c'est le racisme un peu latent, quoi. Un peu enfoui, pour les entretiens d'embauche, etc. Où en fait, visuellement, on rassure moins. D'accord. Donc on t'a fait sentir que... Enfin, tu sentais que ton profil était... Enfin, ton faciès, ta couleur de peau était un frein à l'obtention d'entretien, en tout cas de poste? On est plus excentrique. Et le monde professionnel, il veut de la norme, souvent. Ok. Alors, bien sûr, il y a la tendance à l'innovation, etc. Hein. Il y a des entreprises qui arrivent à avoir cette ouverture d'esprit-là, cette diversité. En vérité, d'ailleurs, c'est prouvé que les entreprises où il y a le plus de diversité raciale aussi, et ethnique, ce sont des entreprises qui innovent. Hein. Ça a été prouvé. Mais oui, c'est un frein. Mais c'est quelque chose de latent dont parfois les gens qui te reçoivent en entretien sont même pas conscients. Mais simplement, comparativement à un mec d'Hexagone qui a grandi ici, style européen caucasien, t'es pour le recruteur, d'un point de vue recruteur également caucasien, européen, toi tu es quand même l'excentrique. Donc à moins que t'aies d'autres valeurs ajoutées. Donc pour toi, c'est ça la norme dont tu parles. C'est la norme européenne, en tout cas. Dans un contexte occidental, c'est la norme européenne qui est la norme. Chacun met sa norme là où il veut. C'est à nous aussi de mettre notre norme. Peut-être. Parce que eux, ils ont leurs normes. Ils ont grandi avec des repères. Nous aussi, on a nos normes. Voilà. Le tout, c'est de s'adresser aux bonnes personnes et aussi de manière générale. Après, faut pas non plus
trop se victimiser, en fait. C'est des choses un peu normales, quoi, en fait. Hein. C'est normal, hein. On va toujours vers celui qui nous ressemble, hein, quelque part. Hein. C'est pas... voilà, il y a des choses... Il y a des choses qu'il faut combattre. Il y a des préjugés graves, hein, qu'on peut combattre. Mais c'est normal aussi d'aller vers celui qui nous ressemble. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que de manière générale, pour nous, il faut qu'on fasse toujours plus d'efforts qu'un autre. Parce que voilà, justement, à CV équivalent, à compétences équivalentes, à, je dirais, personnalité équivalente, voilà, un ultramarin ou un métissé ou quelqu'un qui est issu de la diversité, mais en général, n'aura pas la priorité. Voilà, ça a été prouvé, reprouvé, bon, on n'a pas besoin de faire de schéma. Et donc, du coup, il faut pas être égal. Il faut pas être égal. Il faut être au-dessus. Il faut avoir quelque chose en plus. Il faut pouvoir proposer une valeur ajoutée, un dynamisme, voilà, quelque chose en plus pour la personne en face. Donc, c'est sûr, il faut qu'on fasse 2 fois plus d'efforts, faut qu'on soit meilleur pour arriver au même résultat. Comment tu as vécu l'éloignement avec ton île et comment tu as gardé le lien avec la culture guadeloupéenne? Pas facile au début, l'éloignement. Surtout dans les 2 premières années aussi. Surtout dans les 2 premières années où j'avais pas encore bien passé mon choc culturel. Donc c'était difficile. En plus, quand on a le rythme de l'école, on rentre en même temps que tout le monde. Ou du moins on peut rentrer en même temps que tout le monde. Ça veut dire que les billets d'avion, c'est un bon prix aussi. Donc ça veut dire que parfois on va se priver de rentrer parce que ça coûte trop cher. Parce qu'on veut quand même, voilà, on préfère économiser cet argent-là. Donc c'était particulièrement difficile à ce moment-là. Ensuite, comment j'ai vécu au loin l'éloignement avec chez moi? Heureusement maintenant on a la technologie, donc on peut appeler la famille, etc. Alors, voilà, il y a WhatsApp, donc on arrive à avoir tout le monde. Et sinon, c'est avec les amis, aussi en diffusant un peu notre culture aux autres. Quand on a pu, on va dire, se faire des amis d'ici ou qui sont d'ailleurs, de manière générale, hein, de mon point de vue. Quand on a pu se faire des amis qui viennent d'ailleurs, quel que soit d'où, hein, qui viennent de Chine, de Russie, voilà, j'ai des amis russes, j'ai des amis chinois, etc., mexicains, etc., quand on a pu se faire ces amis-là, on peut diffuser aussi, parler de notre culture. J'ai été dans des associations comme des associations de promotion comme Jeunesse Outre-mer, comme aussi Transit Créole, voilà, donc comme aussi le réseau DMJ, dispositif média jeune. Donc ça permet aussi, voilà, de parler de sa culture, de cuisiner, de faire des événements, de faire des podiums, faire des tournois de belote, des apéros un peu sur les outre-mer, voilà, donc on peut faire aussi toutes ces choses-là qui réconfortent, hein, qui au final sont naturelles, hein, quand on le fait, on se dit pas que ça réconforte, hein, mais au final ça réconforte. D'accord. Ok, je comprends. Du coup, tout à l'heure, tu disais que voilà, pour toi, tout jeune qui a la possibilité de partir, se former, il faut qu'il en profite, mais qu'aussi qu'il doit voilà, rapporter ce savoir dans son territoire. Du coup, est-ce qu'actuellement, tu as des projets en rapport avec la Guadeloupe? Oui. Aujourd'hui, j'ai créé ma société qui s'appelle carretropical.fr, qui a pour objectif de diffuser et de proposer des produits à haute valeur culturelle, à haute valeur identitaire, avec un marquage créole, avec un marquage, voilà, des Outre-mer. Et donc, avec Carré Tropical, on a créé d'ailleurs un jeu de société qui s'appelle Fond l'Esprit Coco. Et donc, c'est un jeu sur les légendes des Outre-mer, les légendes créoles, sur la culture de chez nous, où on retrouve nos normes, on parlait des normes tout à l'heure, on retrouve nos normes, notre paysage, nos valeurs, notre environnement. Et donc, l'idée aussi, c'est de proposer ça à des jeunes qui sont issus de ces territoires-là, pour que voilà, ils puissent voir que dans le paysage, des œuvres, etc., qu'on peut leur proposer, ils ont aussi quelque chose de chez eux. Ça veut dire que chez eux, c'est référencé, c'est standardisé, ça fait partie de choses officiellement bien. D'accord. Comment t'es venue l'idée de créer ce jeu? À force de jouer à des jeux qui viennent d'ailleurs, en fait. C'est-à-dire qu'on est, justement, on est fan, nous, antillais ou ultramarins, hein, de manière générale, de tout ce qui vient d'ailleurs. On adore jouer avec des jeux où il y a des dragons, où il y a des loups-garous,
il y a des elfes, on adore les mangas, etc. Voilà. Et tiens, et chez nous? Non? Vous n'avez pas un truc qui vient de chez nous? Donc voilà, l'idée c'était de proposer quelque chose qui est de chez nous, avec nos valeurs, notre culture, parce qu'en vrai, en termes de... Si on creuse un petit peu dans les histoires et les légendes qui existent chez nous, c'est exceptionnel. En fait, en termes de richesse, vous allez comparer, voilà, vous allez comparer un soukounian avec, je dis n'importe quoi, avec un elfe. Je sais pas, mais l'histoire du soukounian, quand même, elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus riche, elle est beaucoup plus imagée. Donc en fait... Qu'est-ce qu'un soukounian pour nos auditeurs? Parce que pour les non-initiés, les non-guadeloupéens, ceux qui ne sont pas des Antilles, je pense que c'est un mot inconnu. Alors, donc, le soukounian, c'est la légende d'une boule de feu, d'une bête de feu, en fait. Une bête de feu volante, qui grimperait à l'arbre fromager, et qui, en fait, s'envolerait au-dessus et parcourrait les champs de canne à toute vitesse, à la recherche de victimes dont il pourra sucer le sang, etc. Et donc, le soukounian, pour faire ça, pour se transformer en boule de feu, déjà, il va pas pouvoir rester humain. Donc, il va falloir qu'il enlève sa peau. Il en va enlever sa peau humaine avec tout un procédé, tout un rituel magique, que peu de personnes connaissent, hein, bien sûr. Hein, c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. Et il va laisser du coup sa peau humaine dans son arbre fromager. Et il faudra absolument qu'il revienne, qu'il trouve sa victime et qu'il revienne avant le lever du soleil, avant les premières lueurs du soleil, parce que sinon il va finir brûlé, le soukounian. Donc voilà, bon, ça c'est une légende parmi tant d'autres, mais on a énormément de légendes chez nous qui ont une richesse, qui ont une image, etc. On a Beta Moïbé, on a le Dorlis, on a Maman de l'eau, enfin on a énormément de contes et de légendes qui composent notre culturel et notre immatériel. D'accord. Et du coup, si on veut jouer à ce jeu, comment on fait? Eh bien, pour jouer à fond l'esprit coco, pour découvrir, on peut commander son jeu sur le site carré-tropical.fr, carré-tropical.fr, simple. Et voilà, donc on peut commenter son jeu et ça arrive directement chez soi. Voilà. D'accord, c'est parfait. Mais du coup, tu disais que les Antillais, ils aiment beaucoup ils aiment beaucoup jouer à des jeux qui viennent de l'extérieur. Mais du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a un manque de jeux spécifiquement antillais? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, il y a un manque de jeux spécifiquement antillais ou afro-descendants voilà, mais pas que le jeu. Il y a un manque de représentativité dans les jeux, mais dans les dessins animés. Je pense que les dessins animés, il y a un gros travail à faire dans les dessins animés. Parce que les gamins, qu'est-ce qu'ils regardent quand ils sont petits? Ils regardent des dessins animés. Alors bon, on a déjà mangé du Lucky Luke, hein, j'adore Lucky Luke. Hein. On a mangé moi je regardais Lucky Luke, je regardais... comment il s'appelle l'enquêteur là? L'enquêteur, Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget, oui. Voilà, enfin il y en a 10 000, hein. Voilà, Titeuf, c'est ma génération. Les Cédric, Titeuf, Cédric, Tom et Nana. Tom et Nana. Astérix, Obélix. Astérix et Obélix. Ouais. Là, il nous manque de la représentativité parce qu'un jeune, quand il regarde ça, il mange ça toute la journée. Il mange son écran toute la journée, ça veut dire que ça c'est le modèle, ça c'est une norme pour lui. Et quelles sont les conséquences pour toi pour notre jeunesse afrodescendante, caribéenne, réunionnaise, mahoraise ou guyanaise, qui regarde des contenus qui sont pas forcément, qui ne la représentent pas forcément? Le risque c'est une dévalorisation de soi-même, un manque de confiance en soi, en sa culture. Quand on te dit que pour réussir dans la vie il faut avoir confiance en toi, ok, mais culturellement aussi c'est pareil. Culturellement il faut que tu aies confiance dans ta culture, dans ton identité. Voilà, si tu as confiance dans ta culture et dans ton identité, que tu considères que ta culture et ton identité elles sont belles, elles sont riches, elles sont vraiment exceptionnelles, précieuses, c'est une arme pour affronter la vie de demain, pour affronter peut-être des remarques genre « Ah, il y a plein de fourmis chez toi !» Voilà. Donc, donc c'est ça qui est important, de donner ça aux jeunes qui arrivent, pour que demain, ça soit un bagage, qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont chez eux.
même en termes de savoir. On a un savoir, on a des connaissances dans la campagne qui sont parfois mal jugées. Voilà, savoir comment on plante un bananier, un fruit à pain, savoir reconnaître un igname, une patate douce. Je suis désolé, mais on a un problème aujourd'hui, c'est que les jeunes de chez nous ne savent pas ça. C'est grave. Est-ce que tu dirais que tu as toujours eu cette conscience de la valeur de ton identité et de ta culture? Ou c'est quelque chose que tu as construit? Comment... Négatif, on peut pas en avoir conscience au début. Non, il faut justement aller voir à l'extérieur. Voilà, je pense qu'aussi c'est ça que m'a apporté mes études, ma formation, mes voyages. C'est une prise de recul, prendre du recul, comparer, analyser. Tiens, tu débarques à Paris, tiens, il y a des grands bâtiments partout. C'est bizarre, chez moi, à Pointe-à-Pitre, s'il y a un bâtiment qui fait 5 étages, c'est exceptionnel. Pourquoi il y a des gratte-ciel ici? Pourquoi tout brille? Et pourquoi chez moi, ça brille pas? Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut. Je dis pas que j'ai envie que ça brille chez moi. Non, c'est pas l'idée, c'est pas de faire la même chose mais pourquoi parfois on a des retards de développement? Et donc c'est en prenant du recul, en analysant, en connaissant un peu son histoire, en regardant la lutte de certaines grandes personnes, Nelson Mandela, etc. Voilà, donc c'est aussi en étudiant ça, en s'informant sur l'actualité, sur la politique. Voilà, voilà, je pense qu'on prend du recul et on voit que ce dont on manque, et là où on peut progresser. D'accord. Donc pour toi, c'est en partant, donc en quittant son chez-soi qu'on prend conscience de sa valeur, de la valeur de nos territoires? Ah, ça c'est sûr. Enfin, c'est difficile, enfin bon, il y en a qui ont eu aussi la bonne éducation, hein, qui ont eu la bonne éducation, qui ont réussi, parce que bon, on vit dans un monde connecté, donc on peut avoir l'information, tu peux avoir toute l'information en étant en Guadeloupe, à Mayotte, etc. Hein, tu peux avoir toute l'information depuis là. Mais te confronter à d'autres cultures, à d'autres personnes, aussi que chez toi ça te manque, qu'après tu reviennes, il y a le choc du retour aussi, hein, quand tu reviens chez toi. Donc tu reviens chez toi, ah tiens, dans mes souvenirs c'était pas comme ça, ah tiens, j'avais peut-être un peu idéalisé chez moi, ok, maintenant je repars encore, je vais ailleurs, tiens, je me remets en question encore, tiens, je reviens encore chez moi. Donc aussi c'est finalement aussi un petit peu ces va-et-vient qui te permettent aussi de faire ton analyse, de voir, de prendre conscience en fait. D'accord. Et du coup, que penses-tu du retour au pays, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, Mayotte ou Réunion? Je pense que c'est la clé vers plus de résilience, de progrès de nos territoires. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans tous nos territoires, dans toutes nos régions d'outre-mer, les jeunes qui sont formés, ils sont ailleurs. Parce que justement, comme on vient de le dire, finalement, ça fait partie aussi du processus de formation, d'études, de formation, pas forcément diplôme, hein, de formation intellectuelle, que d'aller ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, là, nos jeunes, et ceux qui sont formés, c'est-à-dire qui ont moyen de faire progresser les territoires, ils sont dehors. Donc en fait, si ces gens-là, ils reviennent, c'est que comme ça qu'on pourra progresser. Il faut que ces gens-là, ils reviennent. Donc tant que la jeunesse qui est formée, qui a aujourd'hui ce recul, qui est consciente en vérité, hein. Elle est consciente des problèmes de chez elle, elle est consciente même qu'elle doit revenir, mais elle ne revient pas parce que c'est difficile, parce que peut-être il faut entreprendre. Et du coup, qui va le faire? À qui on laisse Oui, à qui on laisse, effectivement, enfin, si, parce que là, on a une jeunesse qui est éparpillée sur les 4 coins du monde, qui a des compétences, qui malheureusement, enfin, qui en tout cas, vu qu'elle est loin des territoires, ne peut pas mettre au service de ces territoires ses connaissances et ses acquis pour permettre à ce que nos territoires se développent. Donc effectivement, si on veut que les situations changent, ça passe par un retour de la jeunesse et de toute personne qui veut changer les choses en fait. Donc on arrive bientôt à la fin du podcast, j'aurai encore 2 petites questions à te poser. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? L'envie de partager le message. Voilà. Parce que les clés de développement chez nous, c'est les gens qui sont ailleurs. Donc c'est les jeunes qui sont branchés, qui sont connectés. Je pense que c'est eux qui écoutent aussi ce podcast. Et donc, à un moment, il faut qu'ils prennent leur courage, comme moi, je l'ai pris, comme d'autres aussi l'ont pris, qu'ils viennent un peu participer, pour mettre leur pierre à l'édifice,
qui vont faire que chez nous, ça va être mieux. D'accord. Et du coup, pour finir, donc si tu avais un message à passer à tes compatriotes, à la jeunesse guadeloupéenne, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? De croire en elle, d'être fier, et surtout, voilà, allez, ça fait longtemps qu'elle y pense, hein, je pense tous, ça fait longtemps que ça trotte dans vos têtes, que vous devez revenir, vous allez revenir, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Tiens, là, c'est l'heure, je crois. C'est l'heure, viens, rentre chez toi, et viens porter ta pierre à l'édifice, viens faire ton projet, viens faire ta passion, viens co-construire chez toi. D'accord, ok. Écoute Damien, je te remercie beaucoup pour cet échange. Avant de clôturer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ton jeu du coup, Fond l'Esprit Coco? Comment ça se passe si on veut y jouer, si on veut le commander? Dis-nous tout. Voilà, commandez Fond l'Esprit Coco sur carretropical.fr. Donc Fond l'Esprit Coco, je rappelle, c'est le jeu 100% légende créole. Vous allez retrouver le Soukounian, la grand-mère Cal, le Dorolis, le Maskilili, le Coupécon, la Maquerelle, etc. Donc, plein de personnages ou riches en couleurs sur carré-tropical.fr. On est sur tous les réseaux comme il se doit, YouTube, Instagram, Facebook, etc. D'accord, ok. Donc pour rappel, pour nos auditeurs, donc Fond l'Esprit Coco, donc c'est en créole, donc c'est tout attaché, donc F-O-N, l'esprit L-E-S-P-R-I et Coco, C-O-C-O. Donc voilà, suivez l'Instagram, allez sur le site. depuis peu. Kao, ah ça a changé. Ah ok, voilà. C'est une brand new, d'accord. On est en exclusivité pour Dom Talk, les nouvelles modifications, c'est très bien. Du coup, écoutez, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps pour cet épisode. Je vous invite à nous retrouver donc sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, et aussi à vous abonner et à suivre la page Instagram donc de Dom Talk, et également à nous noter 5 étoiles et à laisser des commentaires sur les différentes plateformes de diffusion. Comme j'aime à dire, je vous dis à bientôt et bon courage. Donc ça donne donc Please Foss à un lot de soleil. À bientôt, au revoir.